Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. La gestion durable de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques constituent les 6e axes du programme quinquennal du gouvernement souminois. Et 5% du budget national est alloué à ces secteurs. Qu'en est-il donc des priorités, ou plutôt des axes prioritaires du gouvernement souminois s'agissant de l'environnement dans notre pays? Vous l'avez compris, chers auditeurs et téléspectateurs du magazine Top Vert, c'est notre sujet du jour, le sujet de ces mercredis. Nous parlons donc de ces secteurs et pour en parler, nous recevons dans notre studio, ici à Top Congo FM, le professeur Joseph Malassi. Il est le conseiller de la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Madame Eve Bazaïba, conseiller exactement en matière des questions politiques, diplomatiques et du climat. Professeur Malassi, bonjour. De la meilleure de radio. Merci beaucoup en tout cas de nous retrouver encore ce mercredi. Professeur, je le disais tantôt, vous êtes le conseiller de Madame Eve Bazaïba en ce qui concerne les questions politiques, diplomatiques et celles liées au climat. Alors aujourd'hui, nous parlons du gouvernement, principalement de ces programmes qui est lié à l'environnement et développement durable et changement climatique. Le gouvernement souminois a été investi il y a de cela un peu plus d'un mois. Je crois le 12 juin dernier. Et dans le programme de Madame la Première ministre, il y a 6 axes, je le disais tantôt, et le 6e axe est consacré à votre secteur. Directement d'entrée de jeu, dites-nous, quelles sont les actions prioritaires ou principalement les actions qui composent cet axe-là qui est lié justement à l'environnement et développement durable et puis les changements climatiques? Merci, Madame la journaliste, et merci aussi à celles qui vous accompagnent, d'autres journalistes. Merci enfin à nos auditeurs, partout où ils se trouvent à Kinshasa, comme à travers la République démocratique du Congo et même à l'étranger. Vous l'avez dit tantôt, le pilier 6 du programme du gouvernement de Son Excellence la Première ministre souminois se focalise sur plusieurs aspects touchant à l'environnement de la RDC, notamment la gestion durable des forêts, la lutte contre les changements climatiques, et il y a aussi une bonne part en ce qui concerne l'environnement physique, ça veut dire la gestion des déchets, pour répandre le terme qui est utilisé dans le programme du gouvernement. Donc, autant de matières qui préoccupent et le gouvernement et les populations congolaises que nous sommes, en considérant le fait que, du point de vue ressources, notre pays est assez fourni. Nous l'avons toujours dit et nous continuerons à le dire parce que c'est notre identité environnementale. On ne peut pas l'escamoter ou s'en passer. Donc, nous sommes un pays doté de ressources forestières, de l'eau, la biodiversité et tout ce qui va avec. Et donc, à ce titre, le gouvernement voudrait maximiser le profit que toutes ces ressources aujourd'hui sont censées procurer à la population congolaise, autant que ces ressources procurent déjà des bénéfices immenses au système climatique mondial. Et de l'autre côté, en ce qui concerne l'environnement physique, la salubrité et tout le reste, le gouvernement s'est aussi doté des objectifs précis pour pouvoir améliorer l'environnement en République démocratique du Congo et notamment dans les grandes villes du pays. Alors, professeur, nous savons que la particularité avec ce ministère de l'Environnement, développement durable
comme peut-être quelques-uns des ministères de ces gouvernements souminois. C'est que c'est toujours Mme Bazaïba qui a été reconduite à ce poste. Est-ce qu'on peut supposer que c'est finalement la continuité de ce qu'elle avait commencé? Bon, d'abord, nous allons profiter de cette question pour féliciter une fois de plus Excellence Eve Bazaïba pour sa reconduction à la tête du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Pour ceux qui suivent la question de l'environnement de la RDC, ils seront d'accord avec moi que l'avènement de Mme Eve Bazaïba à la tête du ministère de l'Environnement a apporté un plus, surtout au niveau international. La dame ayant un aura qui lui est particulier, son profil de société civile, son profil d'avocate, son profil de femme politique, parmi les grandes en RDC, elle l'a mis au profit du secteur que son Excellence, le président de la République, lui avait confié, donc le secteur de l'environnement, ce qui a fait que, au niveau international, la RDC a beaucoup fait parler d'elle, du point de vue environnemental. Donc, elle a fait entendre sa voix parce que, justement, le gouvernement passé du Premier ministre Sama Lukonde, l'un des objectifs assignés à la ministre Bazaïba était de pouvoir travailler pour récupérer le leadership perdu de la RDC en matière environnementale. Est-ce que ça a été le cas pendant ces temps ou ces premières années qu'elle a passé à la tête du ministère? Oui, mais bien sûr, ça a été le cas et plus que le cas, parce qu'aujourd'hui, dans les forums internationaux, la voix de la RDC compte, donc en matière forestière, en matière de biodiversité et en matière de changement climatique. Tout le monde, c'est-à-dire toutes les parties aux conventions internationales, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la biodiversité, tout le monde, je parle des parties aux conventions, elles sont au courant qu'il y a un pays qui s'appelle la RDC et elles sont au courant des ressources dont recèle ce pays et de la part du poids que ce pays représente en termes environnementaux ou en termes climatiques. Ce qui n'était pas le cas avant. Lorsque Mme Bazaïba arrive au ministère de l'Environnement en 2021, c'est vrai qu'elle trouve une situation où il y avait déjà beaucoup qui avait été fait. Ici, nous voulons souligner le fait que il n'est pas question de nier ce qui a été fait avant. Beaucoup a été fait, mais il ne faut pas non plus oublier ce qui a été apporté, parce que le ministre doit, au finish, défendre son bilan. Donc, elle a travaillé et elle a emmené la voix de la RDC au niveau international et porté la voix de la RDC très haut. Je crois que vous vous souviendrez que c'est en 2021 que son Excellence le Président de la République a présenté la RDC comme étant le pays solution. C'était à Glasgow. Je crois que vous étiez là. Je vous ai vu à Glasgow. Non, à Sharm el-Sheikh, plutôt voilà. en Égypte. Donc, je disais que le Président a présenté son pays en tant que pays solution sur base des ressources que nous avons en forestière, minérales, ressources minières et tout le reste. Et aucun pays ne nous a contredit. Ils essayent de relativiser de temps en temps, mais ils savent que ce qui a été dit par Mme Bazaïba et porté sur le plan international par le président de la République est vrai. Et c'était un mot magique, en fait, une formule magique, parce que cette formule a tenu. Aujourd'hui, tous les pays, quand ils parlent de la RDC, quand ils s'adressent à nous en termes environnementaux, ils reprennent le fait que la RDC est effectivement un pays solution. Et pour ne pas rester figé à ce qui a déjà été fait il y a 3 ans, aujourd'hui, ce qui est demandé à la RDC, c'est de pouvoir se mettre en mouvement afin non seulement de mériter ce leitmotiv en tant que pays solution, mais aussi de vivre à la hauteur de, de ce qui lui est reconnu au niveau international. Exactement, professeur. À ce propos, je pense qu'on aura le temps de revenir aussi sur d'autres questions liées notamment aux conférences des partis. Mais à ce propos, c'est bien bon de parler de la RDC comme pays solution. C'est vrai, il faut reconnaître que la voix de la RDC est de plus en plus entendue. On voit la RDC, comme vous l'avez dit, dans des conférences au niveau mondial pour parler de la forêt. Mais le plus important aussi, ce sont les retombées. Est-ce que les retombées ont suivi? Oui, madame. Là, il y a eu beaucoup de progrès. Et je voudrais ici rassurer les auditeurs et rassurer la communauté, les communautés congolaises, les communautés forestières, les communautés urbaines.
tous les Congolais qui sont conscients du fait que nous avons un environnement extrêmement riche, mais une population qui croupit sous le seuil de la pauvreté. Nous voulons les rassurer en disant que les efforts ont été déployés dans ce secteur et dans les mois, les années à venir, ces efforts porteront des fruits. L'erreur, c'est de penser que tout ce qui est fait doit produire ses effets maintenant et tout de suite. Je crois qu'en termes de gouvernance, en termes de gestion, c'est une erreur. Il y a des résultats qui sont palpables tout de suite. Autant il y a des résultats qui ne peuvent être perçus de manière générale qu'après un certain horizon de temps. Revenons aux résultats par rapport au RDC Pays Solutions. Voilà, nous sommes un pays solution reconnu, c'est vrai, mais après, quelles ont été les retombées? Il faut situer le contexte dans lequel RDC Pays Solutions, étant comme un slogan ou un leitmotiv, avait été conçu et lancé. C'est le contexte de la lutte contre le changement climatique. Et je peux résumer la participation de la RDC de manière simpliste en deux. Donc, il y a la RDC qui participe aux efforts de lutte contre le changement climatique avec ses ressources forestières et la RDC qui participe avec ses ressources non forestières, donc les minéraux qu'on appelle stratégiques. Ce sont ces deux apports majeurs qui font de notre pays ce que nous sommes en termes de poids dans la lutte contre le changement climatique. Et RDC Pays Solutions visait premièrement à nous faire reconnaître cette identité parce qu'il y a eu comme ça des moments où nous nous réunissons. Je me rappelle une fois, c'était assez sidérant, c'était au Kenya. Il y a une ONG canadienne qui a eu des projets au Congo. Et la responsable de cette ONG avait sollicité une audience auprès de Mme Bazaïba. Pendant l'audience, lorsque Mme Bazaïba, la ministre, essaye de parler de son pays, la dame était en face d'un discours. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle avait la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle entendait ce discours pour la première fois. Et elle a reconnu qu'elle n'avait jamais su que la RDC était 5e sur le plan biodiversité. Elle n'avait jamais su que la RDC avait autant de forêts. Pourtant, elle a des projets en RDC. C'est ce qui nous a étonnés. Pourtant, elle a des projets environnementaux, s'il vous plaît. Donc, ça nous a tout simplement montré qu'il y avait un effort à faire. Il ne faut pas penser que ce que tu connais de toi, tout le monde le connaît. Deux fois, il faut s'afficher. Il faut dire qui on est. On est dans un monde où chacun est occupé. La communauté internationale, comme malheureusement les Congolais nous avons été habitués à penser, la communauté internationale, s'il y en a une, elle n'est pas là assise à réfléchir sur l'avenir du Congo. Ça, c'est une erreur, il faut l'écarter. Les pays se battent pour leurs propres intérêts. Les communautés, les nations se battent pour elles-mêmes. Donc, le Congo devait développer un discours qui lui permette de s'afficher. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Maintenant, la suite. Les retombées, c'est quoi? Le fait que vous êtes connu, on ne peut plus compter sans vous. Ça, c'est déjà une retombée, madame. Vous n'avez jamais vu les assises internationales autour du changement climatique être organisées en RDC, mais ça a été le cas. En 2022, nous avons organisé les travaux préparatoires de la COP qui devait se tenir en Égypte. Ça, c'est pas une moindre chose, parce que généralement, les pays qui organisent la COP, telle que cette année, ce sera en Azerbaïdjan et dans leur capitale Bakou, ils ont préféré organiser eux-mêmes les travaux préparatoires. Lorsque les travaux ont été organisés l'année passée en Arabie Saoudite, l'Arabie a préféré organiser elle-même les travaux préparatoires. Okay. De la même manière, lorsque les travaux ont été organisés à Glasgow en 2021, il y a eu une entente entre le Royaume-Uni et l'Italie. C'est l'Italie qui avait organisé les travaux préparatoires. Mais dans le cas de la RDC, le plaidoyer était fort. Et la force de caractère, l'insistance de Mme Bazaïba a fait que le pays a pris... Non, elle a reculé les limites, comme on dit. Elle a bousculé les frontières. Et ce n'est pas
un résultat qui nous a été comme ça donné, comme on dit en anglais, for free. Et là, il fait l'été. Donc, il y a eu des efforts derrière. Et ça nous a placés à la sellette internationale. Nous avons compris qu'il y a vraiment des efforts qui ont été faits. Alors, nous allons évoluer pour justement continuer. Le sujet est vaste. On parle d'environnement, on sait qu'il y a eau, forêt, il y a tourbière et tout ça. Gino Rema, avant qu'on revienne sur la question des financements. La question des bénéfices, parce que vous m'avez laissé, j'avais mis une virgule, je n'avais pas mis un point. J'aimerais bien parler des bénéfices qui sont venus après. Okay, oui. Voilà. Donc là, il y a déjà cette aura au niveau international, j'en ai parlé. Maintenant, il y a un deuxième aspect qui arrive, l'aspect crédit carbone, l'aspect de vente des résultats de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une fois de plus, nous sommes dans un environnement de compétition. Nous ne serons pas les seuls à générer les crédits carbone. Ça, il faut le dire, il faut le redire. Pour que les personnes qui pensent que le crédit carbone est une matière facile, qu'ils puissent se détromper. Ce n'est pas aussi facile que ça. Et c'est tous les pays du monde qui vont générer les crédits carbone. Lisez bien l'accord de Paris. Et dans cet environnement concurrentiel, vous devez attirer l'attention sur vous. Ce n'est pas facile. C'est comme dans un marché. Chaque maman, je ne sais pas si ça existe encore, il y a longtemps que je suis allé au marché. Maintenant, nous sommes occupés à autre chose. À l'époque, les mamans, on a obéi la bango. Donc, chaque maman appelait le client à venir chez elle. Ça continue. Ça continue, voilà. Donc, c'est à peu près la même caricature au niveau international. Donc, il faut attirer l'attention sur soi. Comme ça, ils savent qu'il y a un pays, la RDC, et ainsi de suite. Alors, à part l'attrait international sur les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont entrepris en RDC, il y a aussi la préparation du cadre domestique, le cadre interne, pour justement produire les résultats d'émissions, ce que nous appelons les crédits carbone. Il faut qu'il y ait des projets qui soient bien montés et intelligemment montés pour pouvoir générer des résultats de réduction qui sont en phase avec les exigences des acheteurs. Les acheteurs internationaux n'ont pas les mêmes goûts, n'ont pas les mêmes demandes, n'ont pas les mêmes exigences. Les États-Unis, les pays européens, je parle ici des pays industrialisés parce que c'est de eux qu'il est question ici, chacun a un profilage des crédits carbone qu'ils veulent acheter. Et nous, en tant que pays avec un potentiel haut de génération de crédits carbone, nous avons le devoir de pouvoir nous y préparer. Et c'est une autre étape du travail de Maman Bazaïba qui n'est pas connue du grand public jusque-là parce que il faut bien l'accepter à un moment donné. Il y a un travail de laboratoire qui est fait. Même une maison, pour bien la construire, pour qu'elle aille en hauteur, il faut qu'il y ait une profondeur dans la fondation. Et c'est le travail qu'elle a fait. Et lorsque, vous avez vu dans le gouvernement, dans le programme du gouvernement, qu'il y a prioritisation pour la mise en œuvre ou l'opérationnalisation de l'institution qui va se charger d'organiser le marché de carbone. Lorsque cela aura été fait, ça nous permettra de gagner en temps, de manière à préparer les communautés congolaises, le secteur privé, le secteur public, tous les opérateurs qui sont intéressés dans la question, à entrer dans le marché de carbone et le gouvernement leur assurera l'accompagnement qu'il faut afin que nos produits congolais, les crédits carbone congolais, soient compétitifs au niveau international. C'est la structuration, en fait, du marché. Voilà, la structuration du marché. Et là, c'est une autre retombée par rapport à RDC Pays Solutions. Nous allons y revenir parce que la question est importante, mais d'abord, la parole à Gino Rema. Ah, merci beaucoup. Après 15 minutes de monopolisation de la parole. Je m'en excuse et je m'en réponds. Bon, ce sont des matières qui intéresseraient aussi beaucoup plus les auditeurs de la Radio Top Congo. J'ai fait un pas de recul, en fait. Je voulais parler beaucoup plus de l'axe et du sixième axe quinquennal du gouvernement souminois. On a parlé de la gestion durable, de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Ma consoeur vous a posé la question sur les actions que votre ministère prévoit
pour pouvoir atteindre les objectifs par rapport à cet axe-là. Mais vous avez parlé, en fait, en survolant seulement, mais j'aimerais quand même que vous nous rappeliez ces différentes actions que vous allez réaliser sur terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a la gestion des déchets, vous l'avez évoqué, il y a la gestion non seulement du climat, parce que c'est vrai, la RDC Pays Solutions, sur le plan international, oui, mais en interne aussi, ces problèmes-là posent beaucoup de dégâts parce que la gestion, le climat n'est pas bien géré aussi en interne. J'aimerais vraiment que vous rappeliez en long, je ne sais pas si vous allez résumer, mais quelques actions importantes que le gouvernement ou le ministère de Mme Bazaïba compte mener sur terrain. Merci. Je vais être bref. Je vais être bref parce que la question, elle est vaste, effectivement. Et je crois que le gouvernement, la présentation même du programme du gouvernement, cette fois-ci, a introduit une innovation. La structuration des objectifs, des résultats attendus, des actions, dit déjà tout. Par exemple, par rapport à la gestion des forêts et des eaux, l'objectif 6.111 demande au ministre de mettre la RDC en situation de jouer pleinement son rôle de pays solution. Et dans les actions identifiées, donc ce que le ministre doit faire dans la pratique, le gouvernement parle premièrement de mettre en œuvre la politique nationale des forêts. Élaborer, s'il vous plaît. Déjà fait. Élaborer et mettre en œuvre. Et en deuxième solution, elle parle d'élaborer le plan stratégique de gestion durable des tourbières. C'est en élaboration, en fait. Il n'y avait pas. Donc, depuis que la RDC est RDC, même à l'époque du Zaïre, il n'y avait pas de politique forestière. La forêt était une ressource qui était là, tout simplement. Et nous en jouissions comme ça avait toujours été le cas depuis des millénaires. Mais maintenant, avec et les défis et les opportunités qui sont nées du contexte international du changement climatique, la RDC se doit d'élaborer une politique publique sur ces forêts. Qu'est-ce que la RDC veut faire de ces forêts? Comment la RDC entend protéger ces forêts au regard de la demande interne? D'abord, vous savez que nous, malheureusement ou heureusement, nos économies ne se sont pas développées au point où plus de 75 ou je dirais même 85% des Congolais vivent aux dépens des forêts. Il faut déforester pour cultiver, il faut déforester pour sécher le poisson qu'on a pêché, il faut déforester pour se construire un abri, il faut déforester pour construire une embarcation baleinière, il faut déforester pour presque tout. Et là, c'est un problème permanent. Et en quoi c'est différent d'un code forestier? Parce que le code forestier existe. Le code forestier... Politique forestière, code forestier, en quoi c'est différent? Voilà, très bien, très bonne question. Une politique, de manière générale, une politique sectorielle, publique, vise à canaliser la vision de gestion dans ce secteur-là. Par exemple, la politique forestière visera à organiser, à structurer, à canaliser, à positiver, si vous le voulez bien, à parler, à dire clairement ce que le pays veut qu'il soit fait dans ce secteur. Ensuite, après avoir édicté la politique forestière, il y a une procédure pour pouvoir édicter les politiques publiques, la consultation, ainsi de suite. Donc, après avoir édicté une politique, c'est à ce moment-là qu'on se met à mettre en place le cadre légal. Les lois, normalement, ne peuvent pas précéder les politiques. Justement, c'était ça ma question. Finalement, nous, on a fait l'inverse, en fait. Oui, on a généralement fait l'inverse, ce qui n'est pas un péché, parce qu'il y a des moments où il y a urgence. Par exemple, lorsque vous lisez le Code forestier qui a été promulgué en 2002, il y avait une urgence de pouvoir mettre l'ordre dans les secteurs. Les forêts s'envolaient, les personnes qui avaient pris le pouvoir à l'époque, chacun s'arrogeait qui 300 000 hectares, qui 500 000. On s'attribuait au fait des concessions. Voilà. Donc, et dans ce contexte-là, c'était pas efficient d'entrer d'abord dans une longue procédure de rédaction de la politique, alors que ce que vous voulez, vous voulez que l'hémorragie stoppe. C'est déjà voulu. Et c'est comme ça que le Code forestier à l'époque a été conçu, rédigé,
et a répondu effectivement aux besoins du moment. Mais maintenant, 20 ans après, avec, comme je le disais, les défis et les opportunités nées du phénomène du changement climatique, aujourd'hui, c'est le moment pour la RDC de rédiger une nouvelle politique forestière qui permette au pays, premièrement, de ne pas perdre son couvert forestier, parce qu'il faut quand même le dire, nous sommes dans un pays où je crois que l'année passée, nous étions le 2e au niveau mondial en termes de perte du couvert forestier, parce que nous perdons aux alentours de 400 000 hectares de forêt par an. Ça, c'est une perte absolue, et s'il faut le relativiser avec le taux de réforestation naturelle, parce qu'il y a toujours un phénomène de régénération naturelle des forêts. Nous sommes dans un environnement qui est assez clément, différent des environnements qui ne sont pas tropicaux. Donc, il y a s'il faut relativiser, on est à un peu moins de 400 000 hectares. Mais je ne peux pas être fier d'un chiffre aussi immense. Qui met même en mal notre position des pays solutions. Oui, qui met en mal. Ce qui met en mal, justement. Et c'est comme ça que le gouvernement, dans sa politique forestière, il y a une bonne partie de communication qui sera mise en œuvre parce qu'il faut parler à la population. Il faut que le villageois qui est à Malembankoulou, celui qui est à Katakokombe ou celui qui est dans le fin fond de l'Équateur ou du Bas-Congo sache que les forêts aujourd'hui, en 2024, ne sont pas les mêmes forêts ou bien les relations hommes-forêt aujourd'hui ne peuvent pas être les mêmes que celles qu'elles ont été il y a 10 ans, que celles qu'elles ont été il y a 30 ans, ou il y a 100 ans, lorsque nos ancêtres étaient là. Donc, il faut qu'il y ait cette évolution dans la connexion du peuple avec la forêt. Lorsque nous aurons réussi de faire ce déclic dans la tête de la population, on aura beaucoup moins d'efforts à fournir parce que chacun saura qu'il faut préserver les forêts. Mais à quel prix ? Parce que c'est la question qui nous est souvent posée. Vous nous demandez de protéger les forêts, de stopper la déforestation. On reçoit quoi pour compenser? Nous avons quoi? Qu'est-ce que nous gagnons? Et c'est là, encore une fois de plus, que RDC Pays Solutions rentre sur la table. Parce qu'avec ce slogan... Et là, par rapport à cette question, il y a justement des objectifs assignés par rapport à ces 6e axes? Oui, c'est ça. Donc, la politique forestière, il faut les dicter et il faut la mettre en œuvre. La mise en œuvre, je parlais de la communication, il y a plein de sous-actions qui vont aller dans le sens de la mise en œuvre. Mais ce que le gouvernement entend, c'est qu'il ne faut pas seulement qu'il y ait une politique qui soit couchée dans un bout de papier quelque part, dans un écrit, dans un document, mais il faut que cette politique soit consommée par la population. Que tout Congolais sache c'est quoi la forêt, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait, qu'est-ce qui doit être fait. C'est le minimum. Dès qu'on aura réussi à passer cette étape, je crois que pas mal de problèmes associés à la déforestation ou associés à la mauvaise utilisation des ressources forestières seront résolus. Je vais vous donner un exemple. Nous revenons de Mbandaka, où le ministre nous avait délégué pour pouvoir lui représenter au lancement du programme de gestion durable des forêts qui est sous financement de CAFI, de Central African Forest Initiative, en collaboration, bien entendu, avec l'Agence française de développement. J'ai entendu un témoignage qui m'a ému. Il y a un chef de village, nous lui avons demandé de parler un peu de comment il vit la déforestation par les exploitants artisanaux de bois. Il dit, bon, chez moi ici, ils sont arrivés dernièrement, ils m'ont payé 10 000 francs congolais, 10 000 francs congolais. 10 000 francs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 000 francs congolais. Et ils sont entrés dans la forêt, ils ont pris toutes les espèces qu'ils pouvaient prendre et ils s'en sont allés. Ils nous ont laissés comme ça, Baké Nabango. Les espèces qui avaient été prises par l'exploitant artisanal, donc nos frères et sœurs, il n'y a aucune évaluation qui est faite, il n'y a aucun contrôle. Ils prennent et ils s'en vont. Et la valeur même de cette forêt qui a été prise, le villageois, le chef de ce village n'est pas au courant. Donc, quelque part... Ça n'est pas connu, en fait. C'est pas connu, ça passe comme ça inaperçu et ça pose un énorme problème. Il faut le mettre à l'échelle. J'ai donné l'exemple, ce témoignage d'un seul chef de village, mais ça se passe dans 1000 villages au même moment en RDC. Donc, il y a une sous-évaluation de la ressource forestière. Vous donnez 10 000 francs pour un produit pour lequel même un seul mètre cube ne représenterait pas ce que vous avez donné pour l'ensemble. Donc, il y a beaucoup à faire
par rapport à ça. Et ça commence, comme je le disais tout à l'heure, par la sensibilisation des communautés forestières. S'ils sont bien sensibilisés, aucun chef de village n'acceptera 10 000 francs pour laisser sa forêt. Voilà. On avance vraiment très rapidement. Oui, oui, nous avançons. Je pense que nous avançons très rapidement. Je voulais revenir aussi sur les résultats. En fait, on parle de la RDC comme pays solution depuis 2022. On a présenté le pays comme étant ces pays qui apportent des solutions, surtout à ces déséquilibres climatiques. En fait, aujourd'hui, grâce à la RDC, nous maintenons cet équilibre climatique. Vous avez parlé ici de résultats, par exemple, palpables. C'est le fait de faire connaître, de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, mais les résultats en long terme. Qu'est-ce que les Congolais aujourd'hui peuvent attendre de ces slogans RDC pays solutions présentés au niveau international? Les résultats à long terme, mais long terme, en gros, voilà. Très rapidement, en tout cas, professeur, parce qu'il ne reste plus que quelques minutes. Bon, les résultats à moyen et à long terme, il faut que chaque secteur de la vie nationale, je ne parle pas seulement du ministère de l'Environnement, c'est la RDC, ce n'est pas le ministère de l'Environnement qui est le ministère solution, c'est la RDC qui est le pays solution. Donc, que tous les secteurs s'imprègnent de cette réalité, parce qu'effectivement, il y a beaucoup à faire dans chaque secteur. L'agriculture, il y a énormément de choses à faire. Nous sommes en train de la parler. Comment voulez-vous qu'un pays comme la RDC, à cause du changement climatique, les zones, les espaces, les pays qui nous environnent, vers le nord avec le désert du Sahara qui avance, vers le sud avec le désert de la Namibie qui avance, ces pays vont connaître une chute de leurs ressources en eau, l'eau potable, l'eau douce, de l'ordre de plus de, je crois, c'est plus de 5 ou 20 ou 10%. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est quelque chose d'assez alarmant qui va se passer dans les 15-20 prochaines années déjà. Tandis que chez nous, c'est l'inverse qui va se produire. Nous sommes dans la cuvette centrale. Nous aurons, pendant les périodes pluvieuses, nous aurons jusqu'à 30% de plus de ressources d'eau. C'est ce que nous vivons déjà ici avec les inondations. Oui. Nous avons vécu ça l'année dernière. Ces inondations vont continuer, vont s'accentuer, vont s'amplifier. Parce que calculer le fleuve Congo tel que vous le voyez, ajouter au fleuve Congo le 1/3 de sa quantité, de son débit et de tout. Ce sont des inondations en cascade qui arrivent. Des espaces qui seront... des villes, même des villes telles que Kinshasa, des villes telles que Kinshasa seront embêtées chaque fois qu'il y aura des pluies. Parce que toutes les villes de la RDC, les grandes villes, la plupart des grandes villes sont construites le long des fleuves, le long des cours d'eau. Donc nous avons ici un problème existentiel ahurissant, urgent et sérieux, et le pays doit s'attaquer. Et à part ça, j'étais en train de parler de l'agriculture. Lorsque les autres auront moins d'eau, nous, on en aura plus. Lorsque les autres n'auront pas assez de terre pour cultiver, nous, on n'est pas dans un désert. Mais curieusement, notre pays dépend des autres pour son alimentation. On en parle chaque année. Le président de la République est revenu, il a parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Mais aujourd'hui, tout ça, ce sont des affirmations que nous soutenons, parce qu'il faut commencer par affirmer les choses, ensuite mettre en œuvre. Et je crois que là où nous péchons un tout petit peu, en dehors de tous les péchés que vous pouvez connaître, c'est aussi au niveau de la communication avec la population. Je reviens de l'intérieur du pays. Tous ceux qui font l'intérieur seront d'accord avec moi. C'est comme si à un moment donné, la République démocratique du Congo se limite à Kinshasa. Les décisions qui sont prises ici à Kinshasa, les initiatives qui sont annoncées ici, est-ce que la population qui est à Bagata est au courant de ce qui se passe? Mais même les Kinois eux-mêmes, est-ce qu'ils sont... Même les Kinois. Qui est dit sur le plan environnemental? Nous sommes dans une situation de fragmentation où nous sommes dans un état, c'est vrai, mais chacun regarde dans sa direction. Et aussi longtemps que nous serons dans cette condition-là, on n'avancera jamais. Chacun avancera comme il le peut et on continuera à blâmer qui on peut blâmer, mais en réalité, sont à blâmer l'ensemble des Congolais. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour résoudre un peu cette situation? Parce que apparemment la sensibilisation n'atteint pas cet objectif attendu. Bon, il faut améliorer. Donc, lorsque on remarque que la sensibilisation ou la communication
n'atteint pas, il faut améliorer. La RTNC, c'est la radio-télé nationale. Combien de provinces écoutent la RTNC, suivent la RTNC? Même si elles le suivaient, est-ce qu'on a déjà fait des sondages pour connaître la population, là, comme c'était à l'époque? La population congolaise. Ils s'intéressent à quel programme? Est-ce que la population congolaise est encore accrochée à ce que son pays, ce que son gouvernement dit? C'est un problème sérieux, très sérieux. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait cette confiance-là, que ça revienne en fait entre les sujets gouvernés et gouvernants. Et ça demande l'excellence. Vous, Top Congo, il y a 20 ans, vous n'étiez pas là. Vous êtes arrivés et voilà, vous êtes là. Les gens vous écoutent. Donc, il y a tout ce travail à faire. Et là, j'en profite pour parler de quelque chose que tout le monde connaît. En RDC, ce n'est pas la personne qui mérite qui est à la place qu'il le faut, mais ce sont généralement des personnes qui sont comme ça adoptées, cooptées, à qui on remet des pans entiers des responsabilités de l'État. Et ça, c'est anormal. Ça, c'est anormal. Un secteur, je ne suis pas en train de faire l'autopsie de la communication ou l'autopsie de tout en RDC. Je suis en train de placer ma petite contribution dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que finalement, on ne sera pas toujours du rang de ceux qui se plaignent. À un moment donné, nous devons nous dire, on s'est trop plaint, on doit s'organiser, on doit agir. Nous devons être révoltés, nous, en tant que Congolais, de vivre dans un pays qui est celui qu'il est, dans les conditions dans lesquelles nous sommes. C'est vraiment difficile d'arracher la parole au professeur. Professeur, vous avez parlé de crédit carbone. Vous avez dit que c'est... Et aussi la RDC s'y met en cherchant comment réglementer ce secteur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de cette réglementation? Est-ce qu'il y a évolution? Est-ce que ça a déjà commencé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a évolution dans cette réglementation? Est-ce qu'il y a un texte qui est déjà élaboré? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Parce que je dois ajouter que la fois dernière, lorsqu'on était à la COP 28, on a vu Madame Bazaïba très impliquée dans ces domaines-là, en appelant justement les investisseurs même privés pour s'associer à la RDC justement pour booster ces secteurs-là et permettre au pays d'avoir des bénéfices. Qu'en est-il justement, comme Gino le dit? Voilà, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, je vais commencer par la révision de la loi portant principes fondamentaux de la protection de l'environnement, une loi qui a été promulguée et dictée en 2011, qui a été revue en mars 2023 par ordonnance loi du président de la République, et dans laquelle, justement, le ministère et les autres ministères concernés, le gouvernement adopté en Conseil des ministres, ont inséré la donne climat, parce que la donne climat, l'aspect climat, manquait dans cette loi qui a été prise en 2011, alors que la donne climat s'est développée avec la vitesse que nous connaissons actuellement, avec l'avènement de l'accord de Paris qui a été signé en 2015. Donc, la donne climat a été insérée. Quand je parle de donne climat, je vois ici, premièrement, la mise en œuvre de la CDN, la contribution déterminée à l'échelle nationale. Parce que qui parle crédit carbone parle contribution déterminée à l'échelle nationale. On pourra revenir pour en parler à l'ORH si vous m'invitez encore. Il y a la CDN, il y a le crédit carbone justement, donc le marché de carbone, avec l'autorité de régulation du marché de carbone, qui, dans la vision du gouvernement, est l'institution qui organise ce secteur en RDC. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un établissement public à caractère administratif et technique qui organise ce secteur, parce qu'il y a beaucoup de technicité dedans. Ce n'est pas un marché comme un marché classique, c'est vraiment de l'intellect, parce que tout est intellectuel et tout est connecté à l'évolution du dialogue international sur les résultats de réduction d'émissions tels qu'ils sont organisés dans l'article 6 de l'accord de Paris et dans les autres articles subséquents. Donc, le pays a inséré dans sa loi la donne climat, ce qui n'était pas facile à faire parce qu'il fallait justement expliquer aux membres du gouvernement c'était quoi, pourquoi il fallait revoir la loi. On a vu Mme Bazaïba plusieurs fois défiler au Parlement, dans les commissions parlementaires, pour expliquer le bien fondé de la démarche de la révision de la loi. Dieu merci, c'est passé. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est l'opérationnalisation de l'autorité de régulation du marché du carbone. Mais en attendant,
Le décret qui a créé l'autorité de régulation en juin 2023 reconnaît à la ministre de l'Environnement le droit de pouvoir continuer à travailler dans la régulation de ces secteurs jusqu'à ce que l'autorité de régulation soit mise en place et reçoive la délégation par rapport à ces secteurs. Myriam, pardon vraiment, je sais que c'est toi qui es le bâton de cette émission, mais je voulais poser aussi une autre question, rapidement, hein, professeur, parce que vraiment, on nous signale là que nous devons mettre fin à l'émission. Le processus RED+, c'est satisfaisant pour vous ici en RDC, depuis que ça a été lancé? Le processus RED+, je dirais que c'est mitigé. Hein. Je parlerai en tant qu'expert dans cette matière. Si je parle de satisfaisant, je mentirai à la radio. Je n'ai pas le temps de venir vous demander pardon après vous avoir menti ici. Donc, je préfère dire la vérité. C'est mitigé. Il y a des aspects positifs, comme il y a aussi des aspects qu'il faut améliorer. Mais au niveau international, vous remarquerez que le RED n'est plus... ne fait plus autant l'unanimité comme c'était à l'époque. Donc, avec le temps, le marché de carbone, l'article 6 de l'accord de Paris et les dispositions pertinentes de cet accord vont petit à petit remplacer l'initiative RED. L'initiative restera une initiative technique, mais le leadership que cette initiative aura passera à d'autres thématiques. Parce second lieu. Voilà, parce que on ne peut pas que se focaliser sur les forêts. Il y a bien d'autres matières sur lesquelles on doit se focaliser pour obtenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Exactement, professeur. On est vraiment à la fin, mais je m'en voudrais si je ne posais pas cette question-là, puisque avec le gouvernement actuel, nous avons vu qu'il y a un aspect des attributions du ministère de l'Environnement et du Développement durable qui ont été justement passés au nouveau ministère lié à le ministère le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Délégué, vous voulez dire. Oui, délégué concernant l'économie du climat. Est-ce que cela n'empêche pas ou n'handicape pas les actions de la ministre Bazaïba, s'agissant justement de l'économie? On parle des crédits carbone et tout ça. Est-ce que ce n'est pas une fraction de pouvoir qui lui est retirée ou les deux vont bien se manager? Bon, c'est une question très importante. Je crois que vous aurez un jour l'occasion de voir la ministre d'État elle-même et de pouvoir lui poser cette question, parce que là, vous me demandez mon opinion, autant en tant qu'expert aussi. En tant qu'expert. Je crois qu'en tant qu'expert, je dirais, il n'y a pas du tout un fractionnement dans ces attributions, comme vous avez dit, parce que le thème est en train de s'ouvrir. Vous savez, économie du climat, lorsqu'on parle d'abord d'économie, l'économie est un terme extensif. Il y a l'économie dans l'agriculture, il y a l'économie dans l'industrie, il y a l'économie dans l'économie, il y a l'économie dans l'énergie, il y a l'économie dans les infrastructures, il y a l'économie... Dans presque tous les secteurs. Voilà, donc lorsqu'on parle de l'économie du climat, c'est une vision transversale. Il faut vraiment la regarder comme ça, parce que qui voit clairement et qui voit bien une économie du climat voit la transformation de l'ensemble des secteurs productifs et des secteurs dépensiers de la RDC subir une transformation du fait du changement climatique. Donc, à ce titre, je crois que le ministère de l'Environnement est plutôt renforcé parce que c'est un ministère qui est délégué au ministère de l'Environnement. Donc, Mme Bazaïba, en tant que ministre d'État en charge de l'environnement, la déléguée ou bien le délégué travaille dans les attributions qui sont reconnues au ministère de l'Environnement, mais qui lui sont déléguées, et travaille sous la coordination de son ministre titulaire. Ça se passe dans le gouvernement. Les ministres délégués travaillent en collaboration sous le leadership de leur propre ministre, et je crois que ça n'a d'effet que de renforcer le ministère. Ça, c'est mon avis en tant que... C'est votre avis, Myriam. Je sais que des gens ont clôturé. L'émission a juste une petite question. Professeur Azulubande, Mingi, tellement que c'est bien parlé. Moi-même, il y a au à la Passi. Professeur, pays solution de la République démocratique du Congo. Les résultats palpables, déjà, Bazoyoka, RDC, Libanda. Mais les résultats à long terme, oui, Tolobi, Togozé, la moi, Mouké, le Soussou. Mais parmi les résultats palpables, on a beaucoup constaté que
pays ezoteka ezolo bakenga la za pays solution mais imagine aye so totali kaka miroir na ye moko azata kitoko te siko qu'est-ce qui est fait est-ce que rien ne peut être fait dans l'immédiat pour ne serait-ce que lutter contre les déchets voilà la saleté surtout dans la capitale miroir ça c'était vraiment la question de la RDC pays solution ba objectif na axe wana ba objectif au gouvernement Bazaïba et il y a ministère environnement avec madame Bazaïba politique nini pour la salubrité ya mboka mingi surtout à Kinshasa. Bon, moi je crois que na point wana ya salubrité to sengeli biso ba auditeur biso ba congolais to yeba une chose. Ministre ya environnement ministre national environnement a pesami mokumba te ya gestion quotidienne ya makambo etali assainissement. Lisez les articles 203, si ma mémoire est bonne, 204, 205 à la Constitution. Il y a des attributions qui vont revenir dans le pouvoir central, il y a des attributions qui vont revenir dans le pouvoir provincial. Construction ou élaboration, voilà. Élaboration, il y a un plan, il y a un programme, il y a assainissement, et ça dans le pouvoir central. Mais à un moment, on a vu quand même Madame la ministre à ça qui moi mais c'est ça qui t'a beau yo za na kati ya ndaku na yo ozana bana no na kati ya ndaku yo za mama na bango wale za kiba initiative personnelle nazo répondre mutu na bino ozana bana na kati ya ndaku mwana li okomba chambre na ete mama alobi boeti aza koyoka te mama azwi kombo yimo akomi kokomba chambre ya mwana ou bien ko bongisa mbeto ya mwana akomi ko tia ordre na bilamba na ye so kaza mwana maele ako comprendre que maman aza côté ya ngai maman aza na esengote vous comprenez donc voilà c'est pas il faut pas demander au ministre national le ministre maman ni tout peut cet exemple anda maman la sam sana ye so ka kitiboye o qui était na balaba na ba voisin ou bana ko non mwana nga aza ko komba chambre na été mwana nga aza ko sala boité vous avez des yeux pour voir. C'est à la ville qu'il faut demander des comptes, c'est pas au ministère de l'Environnement. C'est à la ville. Tout dans la ville à Kinshasa, bazana ba recette bazwaka. Pourquoi bazako sala ni voirie, bazako traiter voirie à ville te. Tout dans la commune. Nazako tuna awa IGF akenda ko tambola à gauche à droite, c'est bien. Est-ce que IGF a évité que ba commune ils a rappelé la recette communale? Peut-être que ce n'est pas dans ces attributions, mais l'environnement national professeur ils allaient gérer la ministre d'État. Attends, ils ont article dans la Constitution. Mais quand on parle environnement, mais directement on voit quel ministère. Et puis ça image en tant que maman donc fois que le monde musique mais bozo le bawana c'est bien de parler mais boye bitango congolais zoka micro non ça il ba attribution ngai alobi boye musala nanga ko sala boye en tout cas professeur Malais si tondio botondi mingeza a onde to kosuki sa émission na biso mukolo alelo. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et tout est bien que les sujets étaient assez vastes. Malheureusement, le temps n'est pas toujours notre allié. On aura le plaisir de vous recevoir très prochainement pour continuer ces sujets et développer, aborder les autres aspects qu'on n'a pas pu avec le temps. Alors, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Nous vous disons merci beaucoup. Nous disons merci à Patrick Mongongo qui nous a aidé à ce que vous puissiez nous avoir chez vous à travers YouTube. Merci à Chris Bivoula qui était du côté des ondes. Merci à Gino Rema avec qui nous avons présenté l'émission. Merci. On se dit à mercredi prochain. Au revoir. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.